À l'heure qu'il est, nous sommes 170. Donc, on veut briguer l'agrément de sécurité civile pour avoir une légitimité officielle et que les pouvoirs publics puissent signer une convention avec nous. Ils ont intégré directement ce petit module IA qui nativement compte les personnes qui sont dans le champ avec une très faible marge d'erreur, qu'il existe également un danger. Salut, c'est Jeff the Drone Pilot. Comme d'habitude, on parle pas que de drones, on parle de technologie, d'intelligence artificielle, de philosophie, de spiritualité, tout ce qui concerne en fait ces nouveaux outils qui arrivent en fait et tout ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, on reçoit Anne El-Ghazi. Salut Anne. Salut Jeff, the Drone Pilot. Yeah. Comment ça va? Ça va super. Alors, on fait un petit truc là au début du podcast en fait. Donc, prépare-toi. On va faire un check pour un peu gérer et canaliser l'énergie. Et ce check en fait, c'est comme ça. C'est tac, tac, psh. Yeah. All right. Je savais que tu allais aimer. Du coup, Anne, on te connaît comme présidente de l'association Green Eyesight. Mais tu as très certainement plusieurs autres casquettes. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, donc il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Mais donc je suis Anne El-Ghazi, présidente fondatrice du réseau des opérateurs drones caribéens, Antilles-Guyane, à vocation internationale sur le reste justement du bassin caribéen. Fondatrice du projet Résilience citoyenne drone civil auquel tu as participé, ainsi que Julien, mais j'ai pas le droit de le regarder, donc il est là, il était présent pour la première. Ouais. Je dirige également un centre de formation et j'ai une structure qui accompagne les professionnels, les particuliers, les institutions à démocratiser les usages de drones dans leurs pratiques professionnelles et aussi quotidiennes. Donc super. C'est un petit peu l'intérêt, donner accès à une technologie coûteuse et à une technologie nouvelle. Et vous allez voir que quand on couple ça avec l'IA, il y a de belles choses en perspective, mais il faut y réfléchir. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de quelques actions, entre guillemets, concrètes, en fait, que tu as pu faire justement dans tout cet éventail de possibilités? Concrète au niveau de l'association. Je vais rester là-dessus parce que ça me paraît très important. L'intérêt de ce réseau, c'est de mobiliser des pilotes en cas de catastrophe naturelle, puisque nous sommes aux Antilles-Guyane exposés directement à l'intégralité des risques majeurs. Donc il est important d'avoir un réseau citoyen de personnes qui puissent venir en appui dans le cadre notamment de la réserve de protection civile, immédiatement ou en amont d'une catastrophe. Et à ce titre, nous avons été primés, et tu étais là, lors de la première journée de la résilience en 2022, et nominés, puis lauréats au niveau départemental et national pour notre projet. Donc on nous a remis un prix lors des journées japonaises. On a participé également ensemble à l'exercice Carib Wave avec la ville de Dehe, qui a été labellisé Tsunami Ready d'ailleurs par l'UNESCO. À la suite de cet exercice, alors pas que sur notre intervention, mais sur justement leur approche de la résilience et de l'implication d'une commune et de ses citoyens dans ce cadre-là. Nous avons également participé à la semaine sismique à Saint-Martin. Et tu étais là encore. Oui. Bon, il y a eu d'autres exercices où tu n'étais pas là. Il y en a quelques-uns, en fait, mais ça, c'était vraiment le début. Et effectivement, cet effort citoyen et ta participation d'ailleurs nous a permis d'avoir une visibilité et de mettre des choses en place très concrètes qui ont parlé au pouvoir public, aux communes et aux pilotes. On a commencé avec une dizaine de pilotes. À l'heure qu'il est, nous sommes 170. Donc, on veut briguer l'agrément de sécurité civile pour avoir une légitimité officielle et que les pouvoirs publics puissent signer une convention avec nous. Mais du coup, ça grossit. Super, tous les ans, on y retourne. Et Julien aussi en fait partie, on peut le dire. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur ces exercices. Donc ces exercices consistaient à imaginer un scénario, en fait, donc soit un scénario de tremblement de terre, de tsunami, d'inondation, donc de catastrophe naturelle, où on mobilise en fait un certain nombre de pilotes de drones avec leurs équipements qui vont pouvoir chacun déployer leur drone et envoyer les images
que filment les drones à un PC sécurité, en fait. Donc, soit au PC sécurité qui est réuni à la mairie, avec les pompiers, la gestion communale, en gros, ceux qui sont organisés de gérer les risques. Et pour nous, à l'époque, c'était vraiment faire en sorte que les institutions, en fait, soient au courant que les drones peuvent faire tout ça, en fait. Est-ce que tu peux juste nous dire, peut-être simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que les drones peuvent faire en cas de danger, en cas d'assistance à personnes isolées, etc. Alors, on va distinguer 2 types d'actions. Les actions grand public, en fait, et c'est le cadre de ce réseau citoyen, où en fait chaque professionnel qui est régulièrement formé et habilité à voler, avec son matériel, peut intervenir de chez lui en étant en sécurité. Certains drones permettent de transporter au moyen d'un kit, peut-être c'est ce qu'on a testé plusieurs fois, un kit radio qui puisse remettre en place les liaisons entre des zones refuge. Ça peut être une couverture de survie ou un kit de secours, ou exfiltrer des personnes qui se trouvent en situation, en zone de danger, mais qui n'ont pas la visibilité de poursuivre le chemin au moyen d'un haut-parleur. Évidemment, l'intérêt, c'est de donner un diagnostic rapide. Alors, au niveau technique, évidemment, et là on arrivera sur le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, on arrive sur la capacité qu'ont les drones à identifier et à circonscrire un certain nombre de données qui vont être clés pour justement donner la possibilité de décider. Alors évidemment, il y a les drones de l'armée, les drones d'État qui ont une façon de fonctionner qui est un petit peu différente, mais on a quand même de très très bons outils chez nous. De tellement bons outils qu'en fait, on a quand même aussi été invité par la team Business France Export et le ministère des Outre-mer à participer à Vivatech 2024 sur un stand, mais à présenter notre projet avec nos solutions. D'accord. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Parrot s'est prêté au jeu, nous avait prêté certains de leurs drones. On avait commencé à mettre en place un partenariat avec une société allemande qui faisait de la reconnaissance par IA. Et à ce jour, il y a une nouvelle machine Parrot qu'on n'a pas encore testée, mais qui ne devrait pas tarder à nous arriver. Et le géant chinois a sorti déjà une machine qui nous permet de découvrir justement très rapidement et nativement des fonctionnalités en assistance et secours. Extra, ça nous amène du coup à la transition. On a le sujet un peu, c'est les nouvelles technologies, donc les drones et aujourd'hui avec l'IA en fait. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce drone-là en fait ? Alors, ce drone-là, c'est le Matrice 4 Enterprise Thermal. Il est Donc, Matrice 4, parce que c'est la 4e. En ce moment, ça fait environ 8 ans, je crois, que la gamme Matrice... Même pas, la gamme Matrice, en fait, c'est la gamme professionnelle. Donc, c'est la gamme des drones industriels de DJI. Et du coup, le Matrice 4, entre-temps, il y a eu le Matrice 100, le Matrice 200, le Matrice 300, il y a eu des 250, des 350, etc. Et là, du coup, on est arrivé sur une gamme de drones industriels qui ont été réduits au niveau de la taille, en fait, donc qui commencent à s'approcher de la gamme des drones, des petits drones cinéma, des Mavic, en fait, mais qui a toutes quasiment les fonctionnalités en fait des plus gros drones industriels, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, l'intérêt c'est de pouvoir le déployer rapidement et d'avoir une très longue portée. Alors il est muni d'un lidar, il a un zoom très puissant. Alors je me souviens plus des specs, mais ce que je peux te dire c'est que quand je l'ai reçu, je l'ai testé à Saint-Martin. J'étais d'un côté du lagon, je voyais l'immeuble vide en face et je voyais parfaitement à l'intérieur de l'appartement qui était en face. Ouais. Je me souviens avoir testé ce drone. J'étais au Lamentin et je voyais ce qui se passait dans le grand cul-de-sac marin, au niveau quasiment de l'île Fajou, quoi. C'est-à-dire que j'étais capable de voir un voilier, en fait, et de voir l'annexe du voilier qui s'approchait, qui accostait, etc. Donc, on parle de combien de kilomètres là ? On parle de 15 kilomètres. Voilà. Il est équipé d'un module RTK nativement, ce qui veut dire qu'il peut se connecter à un ensemble de points GPS déjà précisément référencés, ce qui fait qu'il lui donne une précision centimétrique. Il est équipé d'un module haut-parleur où tu peux préenregistrer les messages, mais également dialoguer en direct
avec les personnes qui sont sur le terrain. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait testé. Le module RTK, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, le module donc RTK. Ça, c'est le super GPS, en gros. Ça, c'est le haut-parleur. Et ensuite, le Spotlight. Ouais, c'est ça. Qui est très puissant. Ouais. Très Spotlight, puissant. je crois qu'il a la particularité d'être il suit la synchronisé caméra. avec la Exactement. caméra. Ce qui est génial. Donc, ça veut dire que la nuit, quand on bouge la caméra, la zone éclairée évolue en même temps. Et en fait, on voit un peu les capteurs là. On a un capteur infrarouge, j'imagine, ici. On a un infrarouge. Donc, infrarouge qui va donner l'information de la température en fait, des objets. Ici, on a 3 capteurs optiques, donc un large, un médium et un zoom téléphoto. Ouais, et on a un et lidar. Là, on a le lidar. Donc, le lidar, en fait, c'est du laser qui permet de mesurer les distances et de connaître très précisément la position des objets. Et on a aussi, je crois, l'autre laser qui est le rangefinder. Et ça, en fait, ça sert à pointer une zone et connaître la distance. Par exemple, si le drone il est en l'air, en fait, on a une voiture, on va pouvoir le viser et du coup connaître non seulement la distance entre le drone et la voiture, mais aussi connaître la position GPS en fait de cette voiture. Et alors, ce qui est assez extra, c'est pareil. Tu vas pouvoir avoir un écran qui est très très intuitif et qui va te permettre justement de cibler un point particulier, de régler ton zoom à distance et d'avoir tout de suite un focus, qu'il s'agisse de la caméra thermique ou de la caméra optique et numérique. Okay. Et donc, alors, c'est génial. C'est une machine qui est toute petite. Ouais. Donc, c'est quand même assez lourd avec sa mallette, mais c'est tout petit. Ça pèse moins de 2 kilos, tout équipé. Kilos, là, d'accord. Maintenant, ce qui est vraiment assez génial, c'est qu'ils ont déjà intégré l'IA, alors que on cherchait à mettre un système en place, justement, pour pouvoir identifier la présence de personnes, par exemple, suite à une catastrophe naturelle, la présence de personnes au sol ou dans certains endroits. On avait véritablement besoin d'avoir ces informations-là. Aujourd'hui, ils ont intégré directement ce petit module IA qui nativement compte les personnes qui sont dans le champ, avec une très faible marge d'erreur. Une fois, j'ai eu une statue féminine qui avait vraiment... Ouais. Voilà, okay. Mais il vaut mieux plus que moi. Un humain aurait certainement fait la même erreur, finalement. Voilà, une statue, il compte le nombre de bateaux et le nombre de véhicules en mouvement ou non. En mouvement. Donc, dès que ça change, il l'actualise automatiquement. Et c'est tout à fait ce qu'on cherchait à faire, justement, avec ce partenariat avec le constructeur français et le constructeur allemand. Juste, donc là, en fait, on parle d'une IA qui va analyser ce que filment les caméras du drone. Qui va permettre de discriminer précisément et d'analyser les objets. Parce qu'une IA, c'est quoi ? C'est derrière quand même du tri au niveau d'une base de données. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des inputs à la base, et même si il y a des algorithmes qui permettent de déterminer les choix de manière plus ou moins vaste, et des capacités de calcul qui ouvrent les possibilités, il faut quand même qu'il y ait un système de machine learning. Bien sûr. Aujourd'hui, si par exemple, dans beaucoup de domaines, avec les drones, on peut se servir de l'IA, notamment sur de l'évolution territoriale, justement, lorsque tu vas mettre en place une modélisation 3D topographique, sur le suivi, par exemple, des pollutions, qu'il s'agisse des pollutions marines ou atmosphériques, parce que tu peux mettre des capteurs dessus. Et derrière, tu as toujours cette capacité de traiter rapidement l'information au regard de ce qui a été étalonné préalablement. Ouais. D'accord ? Donc, on est toujours dans ce système-là. C'est quelque chose qui existait déjà. Simplement, aujourd'hui, on a accru les capacités de calcul et on a laissé un peu plus de liberté dans le choix. Très bien, très bien. Parlons un peu de la partie vol automatique et de tout ce qui va être assistance de vol. Parce que du coup, je me souviens des premiers drones, en fait, les premiers drones au final qui étaient très manuels, en fait. Et la seule automatisation, finalement, c'était un peu la stabilisation automatique et le retour au point de départ. Sauf qu'aujourd'hui, on a des drones qui sont bourrés de capteurs, donc qui peuvent voir les obstacles, qui peuvent les éviter, qui peuvent freiner le drone.
On a des drones qui vont pouvoir faire des vols finalement autonomes, en fait, et donc eux-mêmes décider de passer par là parce qu'ils savent qu'ils veulent aller derrière un bâtiment et ils vont faire le tour parce qu'ils vont reconnaître en fait qu'il y a un bâtiment et se dire soit je monte au-dessus du bâtiment ou soit je fais le tour. Peux-tu nous parler de toute cette partie un peu justement automatisation des vols? Alors, effectivement, on a tout un système de capteurs qui sont mis en place. Alors, si tu prends ce drone-là, ici, il a des caméras qui lui servent de capteurs optiques pour justement... Ici aussi. Ouais. Il en a en dessous également, ici et ici. Et ça lui permet, justement, comme tu le dis, d'identifier la présence d'obstacles et de potentiellement, selon les paramétrages que tu as donnés, de choisir un nouveau trajet de vol, de freiner ou de s'arrêter tout simplement. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec la possibilité d'avoir la vision sur ces caméras. Donc aujourd'hui, lorsque tu déplaces un drone vers la droite, tu auras sur ton image la capacité de voir ce qu'il y a dans la caméra. Ouais, tu as également... Ça, je l'ai utilisé récemment, en fait, où je crois que j'inspectais une toiture, en fait, et il y avait des arbres autour. Et du coup, je voulais me déplacer à droite, sauf que je me suis dit, tiens, au lieu de faire ce que je fais d'habitude, donc je tourne mon drone, je regarde et je me dis, ok, je peux y aller encore, j'ai 10 mètres. Je peux aller jusqu'à 5 mètres. Ben non, à ce moment-là, j'ai carrément cliqué sur la petite fenêtre et du coup, j'ai vu ce que voyait la caméra de droite, quoi. Donc, je me suis déplacé, mais sans changer mes paramètres. Et d'un seul coup, on se rend compte sur un drone qu'on peut voir dans toutes les directions, quoi. Exactement. D'ailleurs, il y a un petit drone qui vient de sortir, enfin, qui va sortir, qui est carrément un drone 360. Ouais. Donc ça va changer un petit peu la donne aussi. Notamment dans la capacité de tri et de choix des images, puisqu'en fait, tu captes l'ensemble. Il y a toujours un tri qui s'effectue. Ouais, exact. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'effectivement, on peut avoir une distance prédictive et donc limiter ou même carrément faire sauter. Dire, ben voilà, à partir d'1,50 m, tu réduis la distance à 1,50 m et là, tu vas me donner l'alerte et tu vas freiner le drone. Et donc, du coup, moi, je me sers beaucoup de ça. Petit changement de sujet. Puisque là, on a parlé des drones, on a parlé de tout ce qui est IA, de tout ce qui est automatisation. Aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle dans plus large en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'utilises? Comment tu gères la bête en fait? ChatGPT, tu le relis avec Teams, tu le relis avec tes emplois du temps, tu le relis avec tes boîtes mail, tu le relis avec l'ensemble de tes datas d'entreprise. Il te gère le CRM, il te gère tes réunions. Et je discutais avec un ami hier soir qui me dit, je l'ai relié. Il a envoyé un mail à ma collaboratrice. Et c'est pas moi qui lui ai envoyé, en lui proposant de faire un point. Est-ce qu'il y a eu un hack? Est-ce qu'il n'y a pas eu de hack? Le fait est que dès l'instant où j'ai connecté, le lendemain, il avait effectivement... Mon emploi du temps était juste. Ce jour-là, je n'étais pas disponible. Et je lui demandais de me préciser des choses au regard des mails qui avaient été échangés. Okay. Donc il me dit c'est quand même assez flippant. Alors j'en suis pas là, je gère ça avec un petit CRM assez basique, parce que je n'ai pas encore suffisamment de visibilité sur l'évolution. Je m'en sers, mais c'est pas que j'aime bien avoir le contrôle de la situation, mais j'aime bien pouvoir retranscrire ma pensée. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'être précise dans mes mots. Ce qui fait que je suis peut-être parfois un peu trop exhaustive, parce que j'ai besoin de précision. D'accord. Et il ne me donne pas cette précision. Ok. Tu vois, ce que tu décrivais tout à l'heure, le fait d'injecter des documents précis, en fait, moi, c'est le prochain step que je veux passer. Et prenons un exemple concret. Chaque drone a un firmware différent, a des réglages différents, a des fonctionnalités différentes, en fait. Et quand tu en utilises un régulièrement, tu maîtrises tous tes trucs. Et là, je parle pour moi. Mais dès qu'il s'agit d'utiliser un drone que j'utilise moins souvent, ben voilà, quoi, il faut que je me repose un certain nombre de questions. Ouais. Et jusque-là, donc, la solution, ben, c'était les checklists ou alors les notes, en fait. Et moi, j'ai hâte en fait de rentrer tous mes manuels en fait dans une IA
pour, à l'instant T, demander rappelle-moi, c'est quoi les specs de la caméra du Mavic 3 Entreprise par rapport à celle du Mavic 2, du Mavic 3 Pro, afin d'être capable de choisir à un moment quelle caméra je vais choisir parce que je veux faire un zoom à 200 mètres, en fait. Tu vois, ce genre de petits exemples, en fait, pour moi, c'est super et ça va être super quand, justement, on aura la possibilité de maîtriser vraiment les infos qu'on a injectées dans l'IA et qu'elle sera capable aussi de nous les ressortir sans inventer, sans halluciner, en fait. C'est ça. Donc, ça, c'est un step que j'attends et j'ai pas encore passé, en effet, ce step de connecter les IA entre IA parce que, justement, moi, je veux pas perdre le contrôle. Ou alors, si je rentre dans ça, ça veut dire qu'il faut que je me crée une nouvelle identité numérique, en fait, une nouvelle série d'emails, etc. Et là, je vais avoir mes IA qui vont parler entre elles, mais je vais pas les connecter à mon email principal, en fait, ou à mes outils principaux. Parce qu'en effet, il y a ce risque que mail parte sans que tu saches. Mais surtout, il y a le risque que, au bout d'un moment, déjà, moi, j'ai du mal à suivre mes mails. Mais si l'IA s'en occupe, je vais encore moins les suivre. C'est ça. Donc, c'est bien beau, en fait, toutes ces fonctionnalités, tout ce qu'on nous annonce de « ouais, un tel fait ça, c'est génial ». Non, mais attendez, il faut quand même donner le temps au temps et il faut être un peu prudent, tout simplement, dans tout ça. Tout à fait. C'est un outil. C'est un outil et il faut conserver cette place-là. Mais je ne sais pas si tu as vu cette alerte il y a, je crois que c'est 8 mois à peu près, où justement ils ont fait communiquer 2 IA entre elles dans un laboratoire et au bout, très rapidement, elles se sont mises à parler un langage que l'humain ne pouvait pas comprendre. Mmh. Ça, voilà. Alors justement, en termes de langage, j'ai testé, en fait, dès qu'ils ont mis en place la fonctionnalité auditive de ChatGPT, entre autres choses, j'ai testé tout de suite parce que, comme beaucoup de gens, je travaille quand je suis en voiture et quand je travaille quand je suis en voiture, j'ai mes écouteurs, et j'écoute mes mails et je rédige mes mails et je pose des questions sur des sujets précis et à ce moment-là, du coup, ils avaient mis cette fonctionnalité sur le téléphone portable, donc je pouvais demander à Siri d'ouvrir ChatGPT et à ChatGPT je posais des questions. Et en fait, il s'est avéré que pendant un moment, elle ne gérait pas le langage. Enfin, elle faisait comme on fait à Saint-Martin, à savoir, tu parles plusieurs langues différentes, parce que c'est ce qui correspond le mieux, ce qui était le plus simple. En fait, c'est ça. Le véritable danger, c'est l'arbitrage automatique. Je répète, mettre en place et occuper l'espace par de l'humain, c'est fondamental. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des gens qui vont prendre des décisions, parce que l'IA nous permet de compulser une foultitude de documents dont on a besoin. À l'époque, les cadres hors classe, catégorie A et hors classe, avaient toujours une note de synthèse, les énarques entre autres, un examen de note de synthèse. D'accord ? Donc cette note de synthèse, elle déterminait à la fois la capacité de la personne à analyser les documents, à les structurer et à émettre une pensée clé qui devait être valorisable pour l'humain. Aujourd'hui, on va donner à l'intelligence artificielle cette clé-là, en lui disant « moi, je voudrais bien que tu orientes un peu plus mon choix là-dessus ». Qu'est-ce qui régit l'humain aujourd'hui ? L'émotionnel. Bien sûr. L'émotionnel. C'est le propre de l'humain. Tu peux dire ce que tu veux, de la naissance à sa mort, c'est le propre de l'humain, que tu les repousses. C'est quelque chose qui nous appartient. Que va faire l'IA ? L'IA, elle va analyser un visage. On va lui dire, comme pour certaines personnes qui ont un handicap particulier, qui sont incapables de ressentir les émotions, on leur apprend que la joie se manifeste avec le sourire. Quand tu dis cela, ça correspond à quelque chose d'heureux. Donc c'est ce qu'on fait avec l'IA. Est-ce que l'IA va ressentir ? Non, elle va identifier ce qui correspond à des caractéristiques qui déterminent une émotion et va donner ses choix en fonction d'une échelle de valeurs qu'on lui transmet. Tu vas sur Internet. On lui transmet quand on la programme. Quand on la programme ou simplement dans les algorithmes qui sont déterminants à la base ou qui s'interfacent les uns les autres pour aller chercher de la data. En fait, si tu veux, on a un système à la fois quantique
où tu vas avoir une analyse de plein de situations possibles en même temps, et on a un algorithme qui va déterminer les choix les plus probables en fonction des inputs qu'on lui donne. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux ? Le succès, success story. Money, fame, glory, love. C'est ça qu'on valorise chez l'humain. Comment ces humains sont parvenus à ce stade-là, à être visibles ? On donne des clés, les clés du succès. Ok ? L'IA va prendre toutes ces datas, va regarder ce qui est le plus commun. Si tu ne lui as pas dit « choisis », va prendre ce qu'il y a de plus commun et va te resservir ça. Ouais, donc en gros, elle va faire une moyenne de tout ce qu'elle trouve. À moins que tu lui demandes de penser par l'exception. Wow, ouais. Elle va regarder tous les chemins, mais elle va te servir. Je me suis vue demander à ChatGPT hier parce qu'on m'a demandé de faire mon CV. Et franchement, j'avais pas le temps de refaire ce CV. J'avais envie de dire, mais allez regarder sur LinkedIn, qui n'est pas à jour. Donc du coup, eh bien, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, écoute, va voir mon profil LinkedIn, sors-moi un CV, ajoute ça, et je vais corriger. Okay. Et voilà, tu prends le modèle que j'avais, voilà. Évidemment, c'était pas ce que je lui demandais qui est sorti. C'était pas terrible. Donc je lui ai dit, et il me proposait plein d'autres trucs. Je lui ai dit, non, d'une part, je trouve ça médiocre pour une version payante. Tu aurais pu au moins te contenter simplement d'ajouter et de garder le modèle. Okay. Et je ne te demande pas de me proposer des trucs, je te demande de t'exécuter et de me donner le document PDF et le document Word que je puisse modifier. D'accord. Elle m'a reproposé d'autres choses. Oui, bien sûr, je m'exécute. Mais est-ce que tu ne veux pas que je te crée également un portfolio ? Non, je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé ça. Donne-moi ça. J'adore, ça c'est Anne avec l'IA. Mais non, mais à un moment donné, tu vas sortir, tu sors, mais il t'emmène où ? Et pour te donner des choses médiocres. Ouais. Alors effectivement, peut-être que si cette IA ou une IA est programmée par un cabinet de recrutement avec des points clés, des compétences clés, des gens qui sont spécialistes, qui sont experts dans le sourcing, des chasseurs de tête, qui doivent mettre en adéquation différentes choses, peut-être que l'IA va cibler ce qui a matché, mais elle va cibler au regard de ce qui a été en input. Et de ce qui correspond, des caractéristiques ciblées. Ce qui me fait rire, c'est que nous, je pense, en tant qu'humains, en fait, on cherche souvent les raccourcis, en fait. On est humain. Donc, moi, je me vois encore hier à prompter. Alors, je sais très bien que dans le prompt, il faut donner du contexte, ceci, cela, faut machin, mais... Moi, j'ai une question, je te pose la question, quoi. Vas-y, réponds-moi, tu me connais déjà, ça fait des années que je paye mon abonnement de ChatGPT. Et du coup, on va souvent avoir tendance à aller au plus simple et au plus vite, en fait. Et moi, dans mon activité de production de films institutionnels, ça fait un moment que j'utilise l'IA et aujourd'hui, je l'utilise pas comme il y a un an. C'est-à-dire que je l'utilise au bon moment. Avant de l'utiliser, je prends vraiment le temps de définir en fait mon scénario, la cible, ce que je veux, de me poser ces vraies questions, parce que je me suis rendu compte que quand je l'utilisais trop tôt, ça me donnait un super scénario bien écrit, avec des jolies phrases et tout, mais au final, ça ciblait pas et le message était, comme tu disais tout à l'heure, dans la moyenne de tout ce qu'il a trouvé comme message, quoi. Alors que c'est surtout pas ça, justement. Quand on fait un film, on veut un message, on veut un point précis, en fait. On veut que les gens partent pas avec la moyenne de tout ce qu'ils ont déjà entendu avant. C'est ça. On veut que les gens partent avec l'objectif précis du client ou du produit qu'on lance, etc. Et donc, en gros, aujourd'hui, si tu veux, je l'utilise vraiment à des phases très précises. Et là, de plus en plus, je me rends compte que ça a fait évoluer quelque chose dans mes films. C'est-à-dire que la phase d'écriture avec le client, on prend beaucoup plus de temps à se poser et à écrire et à travailler le scénario ensemble avant de tourner. Et du coup, la validation se fait aussi beaucoup plus rapidement que sans l'IA, où on prenait moins de temps à écrire, on se concentrait un peu sur le tournage,
Et finalement, cette écriture, elle se faisait un peu à la post-prod. Donc, au final, j'ai l'impression que ça change la manière de faire. Ça prend pas forcément moins de temps, en fait, mais ça change définitivement la manière de faire. Et si au final, ça permet de passer plus de temps en tant qu'humain, parce que récemment, j'ai fait une réunion d'écriture, et là, je me suis dit, waouh, jamais j'avais fait une réunion avec des clients, en fait, où on prenait ensemble le temps de vraiment écrire, en fait. Et finalement, ça, c'est l'utilisation de l'IA qui a permis de pousser à ça. Et cette réunion, bien sûr, c'était sans IA, en fait. Quelque part, je pense que c'est véritablement, si tu veux, la manifestation d'une expertise. À un moment donné, on va faire la différence. Alors, pour ne rien te cacher, les personnes avec lesquelles j'étais hier, c'est les gens avec lesquels je fais de la musique. L'IA dans la musique, c'est une révolution aussi. Et oui. Et en fait, ce qui va être la différence, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à transmettre de l'émotion. Et pour revenir sur la préparation, j'ai envie de te dire que beaucoup de gens, comme tu le dis, veulent prendre des shortcuts. D'accord ? Pour les emmener d'un point A à un point B. Parce qu'ils ont ciblé B. Ils oublient le voyage. Dans la vie comme dans tout, c'est comme quand tu fais de la peinture chez toi. Si tu prépares pas, tu vas faire un truc où tu vas galérer derrière. Et ça vaut pas le coup. L'IA va nous donner des shortcuts, va nous donner de l'esbrouf, va nous donner une façade. À l'heure actuelle. Jolie en plus, façade. Exactement. Tu vas lui demander, au fur et à mesure, tu vas l'éduquer pour qu'elle te donne les paramètres auxquels, en fait, tu voudrais que ton travail ou ton identité correspondent. Mais c'est pas ça qu'on te demande. On vit dans un monde d'humains encore, j'espère pour un moment. Ce qui nous intéresse, c'est de fonctionner ensemble, en tout cas pour ma part, et de créer des synergies. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que cela, l'intérêt ? De créer quelque chose de plus grand. Or là, l'IA nous isole. Tu le dis, aujourd'hui, grâce à l'IA, on a remis en place ces réunions. Parce que justement, c'est un support de travail. Et tu te rends compte que tout seul, devant ta machine, même si tu lui donnes tous les paramètres, il va te manquer un paramètre essentiel. Celui qu'on a là, quand on fait cette rencontre, quand on fait ces rencontres, quand on est ensemble, c'est maintenant qu'il se passe quelque chose. Ouais. Maintenant qu'on passe des messages. Alors, c'est valable pour maintenant. Le principe vital, c'est que ce qui n'évolue pas disparaît. Et tu n'évolues qu'en étant confronté à un environnement, interne ou externe d'ailleurs. On est tellement binaire en humain. On est tellement binaire en fait. Ouais. Wow. Et c'est comme ça qu'on converse avec l'IA d'ailleurs. Absolument. En 0 et en 1. Ouais. Ben, dis donc. C'est un langage. On a parlé d'IA, on a parlé de drones, on a parlé aussi de la manière dont on utilise toutes ces technologies. Mais je me souviens que quand j'avais 10 ans, en fait, et quand je lisais le livre des inventions, j'étais impressionné par le nombre d'inventions qui s'étaient faites en fait au siècle dernier, et j'étais presque déçu parce que j'avais l'impression que j'étais désarmé par rapport à tout ça et qu'il n'y avait plus rien à inventer. Sauf qu'aujourd'hui, 30 ans après, en fait, 37 ans, 35 ans après, j'ai l'impression qu'il y a tout à inventer. Parce que toutes ces technologies, tous ces outils, en fait, je les comprends, je les connais, j'en connais quelques-uns. Et donc, j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup de choses à notre disposition. La question que j'ai envie de te poser sur l'évolution de la technologie, c'est comment, toi, tu as vécu ces évolutions technologiques qu'on a connues successives, en fait, depuis cette époque où, pour communiquer, il fallait prendre un téléphone filaire pour parler, en fait, alors qu'aujourd'hui, on a cette ultra-communication présente partout autour de nous, quoi. L'information est partout, d'accord ? Elle est partout. On choisit ce qu'on regarde et on choisit les outils qui vont nous servir à focus sur certains points de ce qui est déjà préexistant. C'est comme ça que je vois les choses et je crois que tu as raison de ne pas te sentir démuni. Aujourd'hui, tu as levé le voile sur quelque chose d'essentiel. C'est le principe créateur dont dispose tout humain. Le libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'on n'obéit pas à un ensemble de règles qui sont inscrites. La rotation des planètes, le
déplacement du système solaire dans l'univers, la façon dont circule le sang dans l'organisme et transporte l'oxygène, ce sont des choses qui ont des règles préétablies. Les proportions sur un visage et dans le reste du corps, ce sont des règles qui existent. Et là, je cite des choses qui sont très matérielles et très visibles, simplement. Mais je crois simplement qu'on lève un coin du voile et qu'il ne faut surtout pas oublier ce principe créateur, quel que soit le support. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, carrément. L'IA, un outil, attention, il faut occuper l'espace à l'ère de la robotique et de l'IA. On ne peut pas remettre les clés du royaume. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. C'est garder les clés en fait. Garder les clés pour décider en fait quand on ouvre ou quand on ferme. Exactement. Et ne pas contraindre les autres. Aujourd'hui, avoir des dirigeants qui peuvent appuyer sur l'arme atomique, enfin sur le déclenchement de l'arme atomique, sur une analyse de paramètres qui a été donnée par un recoupement selon certains types d'algorithmes, et qui disent « Ok, c'est optimisé. Tu me proposes 3 solutions. Ok, j'opte pour celle-là. Parce que je veux aller vite, je veux être efficient, efficace. » Ouais, c'est chaud. Moi, quand j'ai la pression, je ralentis et j'analyse. Yes! Ben, merci beaucoup, Anne. J'espère que vous n'aurez pas trop dormi. Merci beaucoup et j'ai envie de te dire à bientôt dans les airs ou sur la terre. Rejoignez-nous, pilotes de drone, on a besoin de vous. On est dans les îles du Nord très bientôt, où on ouvre des antennes, en Guyane, en Martinique au premier trimestre, et on démarre sur le reste de la Caraïbe anglophone en 2026. Donc on a besoin de vous. Là, on est en pleine saison cyclonique. Soyez OP, répondez présent. Et aussi ceux qui ne sont pas pilotes de drone, mais qui sont de toute façon intéressés. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, voilà, ça m'intéresse, quel drone acheter à mon fils, etc. Et c'est une super occasion, justement, de faire un lien, en fait, entre les générations avec tout ça, quoi. Donc voilà. Yes! Thank you. Thank you.